Bonjour, merci de m'avoir invité à vous donner cette présentation que j'ai intitulée Un trio harmonieux pour un futur jumeau numérique de notre océan et notamment de sa partie pacifique. Bon, donc je suis océanographe, ancien délégué de l'IFREMER en Nouvelle-Calédonie. J'ai fondé et j'assure la vice-présidence du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie et entre autres casquettes, je suis membre du FPTPEC Committee of New Caledonia. Considération générale, notre océan est unique. Il est un bien commun de l'humanité. Il est constitué de grands morceaux. Le Pacifique est celui qui nous intéresse le plus, évidemment, mais aussi l'Atlantique, l'Indien, l'Arctique, l'Antarctique. Et puis il est constitué de mers qui sont soit fermées ou semi-fermées, comme la Méditerranée, la Baltique, la mer Noire, la mer Rouge, ou bien des mers régionales, aux jolis noms comme la mer Jaune, la mer de Corail, la mer des Caraïbes, la mer d'Oman, la mer de Bering, d'Irlande, de Tasman, de Barents, d'Iroise, de Ross, de Weddell, etc. Mais en fait, cet océan est un tout connecté et il est un système que je vais essayer de vous décrire. C'est un hydrosystème à 4 composantes majeures. Ces 4 composantes sont une interface avec la Terre qu'on appelle le littoral, je vais les spécifier, une surface, la troisième composante est une masse d'eau, et la quatrième est un fond. Et ce sont ces 4 composantes qu'il faut absolument considérer et intégrer dans l'élaboration d'un jumeau numérique de notre océan. La première interface, la première composante est l'interface avec la Terre qui est le littoral, qui est formé d'espaces étroits, très fortement convoités. Il est considéré qu'à l'horizon 2050, 80% de la population mondiale vivra à moins de 50 km de l'océan. Ce sont des espaces d'inspiration, de détente, de sport, où il fait bon vivre, mais aussi ce sont des lieux où se développent des activités économiques majeures pour l'humanité. Ce sont des environnements productifs et fragiles. On y trouve des écosystèmes tout à fait spécifiques, et nous ici, dans le Pacifique, en sommes bien dotés. Des récifs coralliens, des mangroves, des herbiers. Et puis ce sont des espaces extrêmement vulnérables en raison de l'artificialisation dont ils font l'effet, de pollutions anthropiques et bien évidemment des répercussions du changement climatique, hausse des températures, hausse du niveau de la mer, modification des régimes de tempêtes, de cyclones, etc., pluviométrie. Donc nécessité de concilier des besoins d'acquisition de données en très haute résolution spatiale et en même temps temporelle. La deuxième composante est une surface qui couvre 71% de la surface de notre planète. Notre planète qui est une planète bleue, en effet. Eh bien, cette surface est constituée d'eau de mer, et l'eau de mer a la caractéristique de réfléchir fortement les très courtes longueurs d'onde du spectre visible, c'est-à-dire le bleu et le vert, et d'absorber au contraire les plus longues longueurs d'onde, telles que le jaune, le orange et le rouge. Cette interface, cette surface, elle est le siège de vagues, de houles, et donc d'énergie. Elle est le siège d'échange avec l'atmosphère, et notamment d'un cycle d'eau. Un cycle de l'eau qui est fondamental. Sans l'océan, pas de pluie, donc pas d'eau douce sur la Terre, et donc pas de vie. Et puis, elle est caractérisée par des navires qui la fréquentent et qui y passent, qui assurent 90% du trafic mondial de denrées entre les humains, avec des navires qui sont pour la plupart bien intentionnés, mais d'autres pas, qui font de la pêche illicite, qui est du trafic de drogue, d'armes, qui transportent des réfugiés, etc. Et donc, il y a une obligation de surveillance de cette surface avec des contraintes dans l'espace et dans le temps qui sont tout à fait particulières. Donc, de grands espaces et savoir passer du macro au micro facilement. La masse d'eau. Cette masse a un volume conséquent de 1,37 milliard de kilomètres cubes. Kilomètres cubes, pas mètres cubes. Vous direz c'est considérable, mais quand on rapporte ce volume à celui d'un cube ou d'une sphère, on obtient un cube d'un peu plus de 1000 km d'arête et une sphère de 1300 km de diamètre. C'est-à-dire qu'en fait, si on reporte cette sphère à la surface de notre planète, on s'aperçoit que notre océan est une goutte d'eau. Il est fini. Il n'est pas si immense qu'on l'imagine. Cette masse d'eau, elle comporte des courants qui sont des courants de surface.
c'est l'image que l'on voit sur la diapositive plutôt en haut à droite. Ces courants de surface expliquent par des gyres l'accumulation de plastique dans un certain nombre de lieux au centre des morceaux de notre océan où justement ces accumulations puissent se faire. Et puis une circulation thermohaline fondamentale qui est la figure en bas à droite, avec des échanges entre des masses d'eau du fond en vert et des masses d'eau de surface en rouge, et une circulation extrêmement lente. Il faut à peu près 1000 ans pour qu'une molécule d'eau fasse le circuit complet de cette espèce de tour de terre par la surface et par les fonds, avec des upwelling et des downwelling. Et cette circulation thermohaline est fondamentale, car elle explique des échanges qui existent bien entre la surface et le fond, et des modifications possibles que le changement climatique risque d'apporter à tout ce système. Des stratifications, donc le 0-200 mètres qui est hyper productif parce que la lumière y pénètre, et donc on a la vie avec du phytoplancton et du zooplancton. 50% de l'oxygène nécessaire à la vie sur Terre est produite par cette zone-là. Plus du tiers du CO2 y est piégé. Et en dessous, eh bien, on a ce que j'appelle le noir, qui lui est justement plutôt très mal connu. Et puis dans cette masse d'eau, on a des poissons, et notamment des grands pélagiques, dont nous sommes ici dans le Pacifique particulièrement riches, les grands bancs de thon, qui pour l'autosuffisance alimentaire mondiale sont fondamentaux. Donc là, et peut-être encore plus qu'ailleurs, il est nécessaire d'appréhender la connaissance à la fois au plan très global, régional, mais aussi local, et donc pouvoir faire ces changements d'échelle absolument nécessaires. Le fond, ce n'est absolument pas celui d'une baignoire. Il est fait de reliefs, de monts sous-marins, de plaines abyssales, de fosses, de rides, de bassins sédimentaires, que sais-je. Et ces reliefs sont d'autant plus variés qu'ils vont supporter une biodiversité exceptionnelle qu'on apprend à connaître depuis relativement peu de temps. C'est depuis 1977 qu'on a véritablement découvert, c'est-à-dire il y a très peu de temps, qu'il existait de la vie dans les grands fonds. Ces fonds sont le siège d'un autre cycle de l'eau qui est aussi fondamental que le premier, puisque ce n'est pas le fond d'une baignoire, mais cette eau de mer va pénétrer au travers du fond, dans des lieux plus spécifiques où la croûte terrestre est plus mince, va pénétrer dans les roches, va se rapprocher de la chambre magmatique et ressortir en certains lieux qui sont des sources hydrothermales, sources qui sont à l'origine de la vie, comme je l'ai dit, depuis relativement peu de temps. Et ces fonds sont porteurs de ressources minérales de premier intérêt, des nodules, des encroûtements, des dépôts sulfurés, tel que le séminaire du FPTPEC de juin 2023, on a adressé un ensemble d'éléments à Nouméa l'année dernière. Des possibles sources énergétiques, bon, bien sûr, la différence de température entre la surface et le fond est une source énergétique importante et certainement inépuisable, mais aussi des flux, justement, dans ces fameuses dorsales océaniques d'hydrogène naturel à travailler. Et puis enfin, le siège d'objets sous-marins qui sont des câbles. 95% du trafic numérique mondial passe par le fond des océans à l'heure actuelle. Et des épaves emblématiques ou autres objets comme des explosifs et que sais-je. Donc on a nécessité de concilier des pas de temps hautement longs, à l'échelle géologique, à des pas de temps et des connaissances géographiques beaucoup plus fines et éventuellement de court terme, en particulier parce que les dynamiques des écosystèmes sous-marins profonds semblent beaucoup plus rapides qu'on ne l'avait pensé. On pensait que tout était lent, mais c'est peut-être pas si lent que ça. Alors quoi retenir pour l'élaboration d'un jumeau numérique fiable de notre océan? Donc on a 4 composantes incontournables et pas une plus facile actuellement, en particulier parce qu'on peut l'appréhender grâce au spatial, mais en ne répondant qu'à certaines des questions qui sont celles de la surface et donc des phénomènes de surface. Donc on a un trio à savoir associer
qui doit justement coupler l'acquisition de données numériques in situ, en surface, ou un masse d'eau, sur le fond, sur le littoral, spatialiser numériquement en parlant et obtenir la synopticité, puisque tout évolue, et la synopticité géographique à différentes échelles, et assurer une relation numérique entre l'espace et le temps que la modélisation numérique nous autorise. Donc, savoir adapter le sens à chacune de ces 4 composantes selon les propres contraintes qui sont celles de ces composantes. Pour ce qui concerne le in situ, eh bien, pour le Pacifique, c'est le maillon faible. On rappelle que toute modélisation numérique, aussi puissante qu'elle soit, a besoin de données, donc de vérité terrain, si on ne veut pas que le modèle dérive. Or, notre Pacifique, c'est le plus grand, il est loin, il a encore été trop peu considéré, et il est trop peu instrumenté. Le in situ est la base qui va du plan de sonde, la mesure bathymétrique de base, à la route d'un bateau, par exemple, océanographique, à l'emprise géographique d'une aire marine protégée, d'un récif corallien, d'une dorsale, que sais-je. Et donc en numérique, il est de format vecteur, c'est-à-dire il associe des attributs caractéristiques, des paramètres caractéristiques, à une forme qui est un point, le point de mesure, qui est un axe, une route de bateau, ou qui est le polygone que j'évoquais tout à l'heure. Donc notre océan est pauvre en données comparé aux autres morceaux de l'océan mondial. Et pourtant, tout y est possible et surtout nécessaire. La réalisation et la synopticité. Ainsi qu'on l'a vu, elle est très aboutie avec les progrès fondamentaux du spatial, mais aussi de l'aérospatial, et maintenant des drones aériens qui nous offrent l'opportunité de la très très haute résolution, centimétrique ou même moins, sur des petites zones. Que ce soit de haute ou de basse résolution, les satellites géostationnaires ou défilants couvrent notre Terre et le Pacifique n'est pas en reste. C'est-à-dire qu'on a la donnée du spatial à nos dispositions pour justement un jumeau numérique qui puisse être fiable. Mais je rappelle que le premier outil satellitaire a été mis en orbite il y a bientôt 70 ans. Que les outils de spatialisation marine sont apparus 20 ans plus tard et on fait des progrès majeurs dernièrement avec des multifaisceaux très performants, mais qui sont inféodés à un navire de surface, dont la couverture et la résolution dépendent de la distance par rapport au fond. Et puis on a des outils neufs in situ et qui spatialisent des AUV donc autonomes ou des robots sous-marins ou des gliders aussi, en très haute résolution, mais qui malheureusement, en termes de synopticité, sont de faible couverture. Donc on a de très beaux enjeux. Et ces outils, très récents, ont une trentaine d'années, mais explosent depuis 10 ans. Et puis, on rappelle que pour cette spatialisation et synopticité, le format de données, c'est du raster, c'est de l'image, ou du grid, et donc qui pose des concepts d'archivage par des volumes plus que lourds, de restitution, de mise à disposition, etc. et de bonne communication. Que retenir de plus? La gestion de l'espace-temps, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des modèles numériques de tout type qui, pour l'océan, qu'ils soient hydrodynamiques, biologiques, écosystémiques, mais aussi, pourquoi pas, économiques et sociaux, peuvent représenter un ensemble de notre océan, numériquement parlant, mais s'il faut qu'ils soient alimentés en données, et ce sont des problématiques qui sont communes à la météorologie, à l'océanographie, et donc au changement climatique, cette gestion d'espace-temps. Donc les recommandations ou quelques suggestions, et je n'en donne qu'une liste non exhaustive car il y en a beaucoup, c'est qu'il faut instrumenter le Pacifique et ses îles. Les réseaux de surveillance de la qualité des eaux, hydrologie, polluants, de la qualité des milieux, de la qualité des ressources, quand on compare ce qui existe dans le Pacifique, par exemple dans le territoire français, à ce qui existe dans les autres départements d'outre-mer, et bien évidemment sur les espaces maritimes et côtiers européens ou des États-Unis,
nos systèmes locaux sont bien trop peu denses. La seconde suggestion, c'est que des observatoires sous-marins, qu'ils soient câblés ou non, et par exemple l'instrumentation de monts sous-marins tel que le fait le projet franco-japonais Synops en Nouvelle-Calédonie, eh bien ces observatoires sous-marins câblés, on commence à en avoir quelques-uns. On en a moins que dans l'Atlantique, pourtant les plus grands, et c'est une nécessité si l'on veut justement simuler notre océan numérique. On n'a pas, ou bien trop peu, de ferrybox à bord des navires d'opportunité qui traversent le Pacifique. C'est quoi ces ferrybox? Eh bien, c'est que des navires de commerce, ou des ferries, qui prennent toujours les mêmes routes, voient un équipement technique permettre à la prise d'eau, du refroidissement du moteur, un prélèvement d'eau, une analyse justement de cette eau sur différents paramètres physico-chimiques caractéristiques, et un enregistrement de tous ces paramètres le long d'une route répétitive dans le temps, ce qui est une source d'alimentation des modèles numériques évoqués particulièrement utile. Or, on en a très peu dans le Pacifique, alors que par exemple sur les côtes européennes, on a depuis la Norvège jusqu'au Portugal, l'Espagne et la Grèce des réseaux de mesure opérationnels depuis déjà plusieurs années et extrêmement utiles. Autre outil, eh bien les câbles intelligents, les smart cables, tels que le futur cap Tam-Tam entre Vanuatu et l'ANC, mais qui n'existent pas encore à l'heure actuelle. Il en faudra. Ces câbles, on le rappelle, utilisent la fibre optique pour le transfert de données de communication entre les hommes, mais sont équipés de capteurs qui peuvent enregistrer des tremblements de terre sous-marins, une hauteur de vague trop importante par rapport au bruit de fond, et donc faire de early warning en ce qui concerne un tremblement de terre ou un tsunami. Mais ce sont aussi des outils qui permettent d'obtenir des données sur le très long terme, sur des paramètres relatifs au changement climatique, acidification de l'océan, température, salinité, paramètres de base, notamment sur les fonds. Là où on ne sait presque rien, encore. Faire des jumeaux numériques de nos îles. Il y a un très très beau projet de la Commission du Pacifique Sud concernant Tuvalu, et il faut encourager ça. Tuvalu est un cas de figure, mais nous avons des îles qui subissent un ensemble de contraintes lourdes, et donc avoir des jumeaux numériques nous permettant de mieux comprendre les évolutions et éventuellement de tirer les sonnettes d'alarme et de trouver des adaptations est une nécessité. J'ai cité bien évidemment renforcer des grands systèmes d'observation comme Goose, comme la mise en œuvre de bouées Argo qui nous permettent d'obtenir des profils sur la masse d'eau justement et d'en comprendre mieux les dynamiques. Et puis déployer aussi des outils tels que l'ITO 3D, c'est-à-dire utiliser le lidar topo bathymétrique qui permet sur l'interface terre-mer, justement le littoral, d'obtenir une représentation numérique en tridimensionnelle absolument essentielle pour la compréhension des phénomènes, le suivi, mais aussi de l'aménagement, de la protection, etc. Donc après un ensemble de considérations pour faire naître un magnifique jumeau numérique de notre océan, j'ai souhaité vous porter quelques mots d'un penseur et d'un visionnaire. Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, qui était un mathématicien, un philosophe, et qui a jeté certaines bases de la biologie moderne, en 1752, il y a quand même 272 ans, a écrit la chose suivante. Les terres australes forment pour ainsi dire un monde à part, dans lequel on ne peut prévoir ce qui se trouverait. La découverte de ces terres, eh oui, le Pacifique avait été traversé par Magellan, par Quiros, etc. Mais Cook, Bougainville, la Pérouse n'avaient pas encore fait ce qu'ils ont fait. La découverte de ces terres pourrait offrir de grandes utilités pour le commerce et de merveilleux spectacles pour la physique. Il y a vraisemblablement entre le Japon et l'Amérique un grand nombre d'îles dont la découverte pourrait bien être importante. Alors, nous souhaitons que soit construit un jumeau numérique de notre plus grand, notre plus beau et notre plus significatif océan, qui est le Pacifique, dans le respect de la vision de Maupertuis,
qui avait très bien compris ce que nos îles portent et signifient. Donc là, un petit clin d'œil adressé en particulier à Starfish, qui est porté par Geneviève Ponce et puis par Pascal Lamy. Eh bien, pourquoi ne pas travailler à un Starfish insulaire qui nous permettrait justement d'élaborer un jumeau numérique de notre océan Pacifique qui est absolument nécessaire. Je vous remercie. Avant de conclure, j'aimerais ajouter 2 dimensions de ce jumeau numérique de notre océan, qui sont à la fois son côté éducatif, vers une jeunesse insulaire qui doit l'adopter pour en apprendre tous les bienfaits, et son côté féminin, ainsi que l'exprime très justement ma collègue Véronique Mollo, pilote du parcours éducatif mer calédonien en approche intégrée du genre. Quelles que soient nos origines, et quels que soient nos lieux de vie sur cette planète bleue, éduquons nos fils, éduquons nos filles. Apprenons à connaître notre océan pour mieux le comprendre, pour mieux le préserver, pour mieux le valoriser. La mer nourrit notre terre, la mer nourrit notre âme. Alors le monde de demain devra être plus maritime et plus féminin.